Salut les Astram. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo de Jalon. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas tourné. Bah oui, mine de rien, le boulot, ça prend du temps. Les montages de vidéos aussi, l'astro aussi, ça prend du temps. Donc voilà. Donc alors, on va repartir sur un nouveau jalon. Donc je vous rappelle, les deux derniers jalons qu'on avait fait, c'était le lièvre et le grand chien. Donc on va rester dans la même zone. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors, on est de retour. Donc comme je disais, on va repartir dans à peu près la même zone. Alors, sans plus trop tarder, on va passer avec Stellarium. Alors, où on était la dernière fois? Le lièvre et le grand chien. D'ailleurs, je reviens sur un petit truc que je disais par rapport au lièvre, et aussi c'est valable pour le grand chien, que c'était plutôt des constellations de l'hémisphère sud, parce qu'elles avaient des déclinaisons négatives. Je reviens sur le truc. Bon, en fait, il s'avère que non. On les voit quand même dans l'hémisphère nord. Moi, je suis dans la région lyonnaise, un tout petit peu au sud. Là, vous voyez, c'est quasiment fin janvier. À 19h le soir, on les voit. Il n'y a pas trop de problèmes. En fait, le seul souci qu'on peut leur trouver, c'est qu'effectivement, leur méridien est pas très haut, parce qu'effectivement, elles ont des déclinaisons négatives. Mais enfin bref, voilà. Ça, c'était le petit aparté que je voulais faire par rapport à tout ça. Ensuite, le jalon du jour, qui c'est? Qui c'est-il donc que c'est? On va rester donc toujours dans cette région, donc Sirius, donc dans la constellation du grand chien, le lièvre, et je vous rappelle Orion, avec Bételgeuse ici, et Rigel, Rigel ou Rigel, d'ailleurs je ne sais jamais comment est-ce qu'on prononce, à l'opposé. Justement, on va partir de Rigel. Je vais dire ça comme ça. On va partir de Rigel. Juste à côté de Rigel, vous avez plusieurs étoiles, un petit peu palottes. C'est un petit peu le défaut de ce jalon, qui en fait forme une espèce de long cheminement, très long cheminement. C'est une constellation qui est vraiment très grande. Puisque si on fait sa superficie, c'est la 6e plus grande constellation des 88, donc ça envoie du lourd déjà, quoique dans pas longtemps on en verra une qui est encore plus grande, mais bon, voilà, qui se voit pas beaucoup non plus. Bref, donc là en fait on a la constellation de l'Éridan. Alors l'Éridan Quesaco, et bah l'Éridan Quesaco, pour une fois, on va pas faire de la mythologie. On change un petit peu de discipline, on va faire un petit peu de géographie. Voilà. L'origine de cette constellation, elle est plus géographique que mythologique. L'Éridan est censé représenter un fleuve. Bon, vous pourriez me dire, des fleuves, il y en a un sacré paquet. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, et c'est là justement que le bas blesse un peu. C'est qu'on ne sait pas en fait lequel il est censé représenter. Selon les différentes versions qu'on peut trouver de la description de la constellation de l'Éridan, on peut soit se retrouver avec une représentation du Pô, P-O, accent circonflexe, donc c'est le fleuve qui, si ma mémoire est bonne, passe dans Rome, ou alors une représentation du Nil, donc le plus long fleuve d'Égypte, ou alors le plus beau fleuve du monde, j'ai nommé le Rhône.
n'y voyez absolument aucun chauvinisme. Non, forcément, je déconne. Non, mais voilà, enfin bref, c'est vraiment ces trois-là qui ressortent dans la plupart des textes qui peuvent expliquer les ridans. Alors après, je vous avoue que je sais pas trop pourquoi. Alors après, le Pô, le Nil, ouais, j'arrive à peu près à comprendre, dans le sens où le Pô, si je me plante pas encore, hein, que c'est bien le fleuve qui passe à Rome, la mythologie romaine, voilà, on peut trouver une certaine importance là-dedans. Le Nil, avec toute l'histoire de l'Égypte ancienne, ça peut aussi s'expliquer. Il y en a un que j'arrive pas trop à m'expliquer, malheureusement, c'est le Rhône. Pourquoi ? Je sais pas. Si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a la réponse, bah les commentaires, c'est fait entre autres pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette constellation ? Ben, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que les étoiles, elles sont pas super brillantes. Hein. On a des étoiles de magnitude 3, 4 à peu près. Voilà. Là, celle-ci, on est sur du 2,75. C'est pas énorme, 3,70. Il y en a une que je cherche, je sais plus où elle est. Je sais pas si c'est pas celle-ci. Ah non, c'est pas ça. Bon, bref. Voilà, c'est malheureusement pas très. C'est pas hyper brillant. Donc bon, bref. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ça va rendre sa localisation un petit peu plus compliquée. Mieux vaut quand même, si vraiment vous voulez l'observer, avoir quand même une carte à côté pour essayer un petit peu, en partant de Rigel, prendre un petit peu des points de repère. Je pense que cette constellation, on va dire qu'en ciel périurbain, elle va peut-être être un petit peu compliquée à trouver. Je pense que vous aurez peut-être plus de facilité à la détecter si vous êtes un petit peu en campagne, ou du moins dans un endroit avec une pollution lumineuse assez réduite. Parce que déjà, du fait de la superficie même de la constellation, ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette constellation ? Alors, on a deux objets du catalogue NGC et une particularité physique. On verra la particularité physique un petit peu plus tard. Point de vue des objets du catalogue NGC. Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit, deux catalogues, c'est ça, oui. Deux objets du catalogue NGC. NGC 1535, voilà, la nébuleuse de l'œil de Cléopâtre. Là, ça se rapproche du Nil, hein, tant qu'on y est. Hein. Alors, hop. Alors, je crois qu'il rame un petit peu, Stellarium. Ouais, il rame tellement qu'il répond pas. On va le laisser tranquillou. Voilà, il va revenir. Voilà. Alors, l'œil de Cléopâtre. Je ne sais pas que Cléopâtre ait les yeux bleus. Pourquoi pas. Donc, c'est une nébuleuse planétaire. Donc, qui dit nébuleuse planétaire, je vous le rappelle, dit objet tout petit. Hein. Là, c'est vraiment pas gros. Hein. Que je cherche... J'ai pas... Ouais. 0,56 minutes par 0,51 minutes d'arc. Autant dire, vraiment tout petit. Pour une magnitude de 9,60 quand même. Donc 9,60, là c'est pareil. Là déjà on atterrit sur des... On tombe quand même sur des magnitudes, c'est quand même assez poussé. Donc ça, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Cette constellation-là, en ciel urbain, périurbain, l'intérêt est très limité. Hein. Autant le grand chien, Orion, zéro souci, l'Éridan, non. Alors, on peut voir, dans les différents noms que lui attribue Stellarium,
Nébuleuse du fantôme de Neptune. Oui, effectivement, oui. C'est une petite anecdote de cette nébuleuse. C'est que sur des empilements, donc sur des stacks de poses unitaires, en faisant le traitement, on s'aperçoit que on se retrouve à peu près avec la même couleur que la célèbre planète Neptune. Donc c'est une couleur qui est assez sympa, mais c'est pas Neptune, hein, faut pas se planter. Voilà, donc pour cet objet-là, c'est fait. Maintenant, on va passer donc au deuxième. Alors, le deuxième, hop, NGC 1300. Voilà. Donc là, on est sur une galaxie. Alors, galaxie, c'est déjà un petit peu plus visible, c'est un petit peu beaucoup plus gros quand même. On est sur du 7 minutes par 3 minutes. C'est quand même déjà un peu plus gros. Par contre, la magnitude, là, on est encore un peu plus dans les choux. Hein. Du 10-40, faut y aller quand même encore plus. Après, bon, ça peut se choper. Hein. Je pense que moi, j'arriverais à la choper si j'étais pas en ciel périurbain. Je pense. Bien que je pense que je commencerai en fait à atteindre vraiment les limites de mon instrument, de mon setup. Donc, voilà. Après, c'est une galaxie à spirale barrée. Hein. Je vous renvoie sur la vidéo où j'explique un petit peu les différents types de galaxies. Voilà, c'est une galaxie qui est assez sympa. Elle se voit presque de face. Donc ça change un petit peu de certaines. La galaxie d'Andromède se voit un petit peu de la tranche. La galaxie du Sombrero, elle se voit complètement de la tranche. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte ce nom-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est sympa. On a quand même une bonne dominante de bleu dans celle-ci. Donc assez sympa. Ça change un petit peu. Il n'y a pas trop de zones en H-alpha. Les zones H-alpha, je vous rappelle, elles sont un petit peu plus concentrées dans les nébuleuses. Donc là, on est un petit peu plus soft. Alors, je vous disais aussi que cette région, cette constellation, avait une particularité physique. Oui, elle a une particularité physique, c'est que pour ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, je vais faire un petit point très rapide sur ce que c'est, pour la simple et bonne raison que je manque d'informations. Je ferai peut-être une petite rustine. Donc le fond diffus cosmologique, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, l'univers, la théorie qui est développée pour le moment, c'est qu'en fait l'univers est né d'un Big Bang, et donc ensuite il y a eu une expansion, et cette expansion donc a créé des fluctuations dans l'espace et dans le temps. Donc nous avons un résidu des premiers instants, comme une espèce d'écho qui est visible, qui est entendable notamment, et qui est visible dans les micro-ondes, dans les ondes de type micro-ondes. Donc en fait nous sommes dans cette région, dans ce qu'on appelle un point froid du fond diffus cosmologique. C'est-à-dire que nous sommes dans une région où on capte pas grand-chose. Voilà. Donc en fait, la différence de température par rapport aux autres zones fait que là, nous sommes dans un point où ce fond diffus est un petit peu moins présent qu'ailleurs. Voilà. Donc c'était juste une petite particularité de la zone. Donc voilà, cette constellation, comme je disais, est très grande. Et en fait, elle a aussi une autre particularité, c'est que comme on le voit ici, elle descend donc vraiment jusqu'au vraiment plein sud. Et donc en fait, elle finit pas très très loin pas forcément du pôle sud céleste, mais vraiment elle descend très très loin dans l'hémisphère sud. Donc plus tard, nous continuerons donc avec d'autres constellations un petit peu d'eau. Hein. Donc on verra ça un petit peu plus tard. On va s'arrêter là pour celle-ci. Il n'y a pas grand-chose malheureusement à en dire, mais voilà, ça reste quand même un jalon
intéressant dans le sens où au moins on a 2-3 objets à voir et on a aussi cette petite particularité avec le fond diffus cosmologique. Voilà, je vous souhaite bon visionnage les Astrams, je vous dis à plus tard et surtout d'ici là, continuez de vous abonner, de consulter la page Facebook et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!